Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de la réinformation avec les épiciers de la réinformation. Avec Richard de Sèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, avec Charles-Henri Deslois, écrivain. Et toujours pas journaliste. Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, et dans les petits écrans devant nous, Corentin Dugast, influenceur catholique, et Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de L'Incorrect. Alors, directeur de L'Incorrect, et qui est avec nous par Zoom ce soir, parce que le malheureux a eu un dégât des os. Pas vrai, Arthur ? Bravo. Il est tout cassé. Il a des fractures parce qu'il fait de la trottinette. Au menu ce soir, alors, scandale de l'été. Ça, c'est sérieux. La ministre Aurore Bergé, enfin le ministre Aurore Bergé, donc ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, et j'en passe, profite des vacances pour confier la surveillance d'Internet à des groupes LGBT, à SOS Racisme, à d'autres du même acabit. Alors, je vous pose la question, peut-on compter sur l'impartialité de ces officines et rester tranquille, les doigts de pied en éventail, parce que c'est l'été, qu'il fait chaud et qu'on est bien, ou est-ce qu'il faut adopter une démarche complotiste et supposer que des associations d'extrême gauche risquent d'utiliser leur pouvoir comme une matraque pour liquider leurs adversaires politiques ? Évidemment, je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là, mais en tout cas, ce sera l'objet d'un débat enflammé dans 2 minutes. Débat enflammé aussi autour du Premier ministre François Bayrou. Suffira-t-il de supprimer 2 jours fériés pour faire des économies et assécher la dette française ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt supprimer tous les jours fériés et les congés payés ? Et est-ce que ces mesures solidaires seraient encore suffisantes pour payer les allocations des immigrés qui viennent trouver refuge chez nous ? Nos experts répondront dans un instant. Nous parlerons aussi de l'arrivée de l'ancienne ministre donc de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, à la Cour des comptes en tant que conseillère maître, payée 15 000 € par mois. La présidente donc, de l'association immigrationniste France Terre d'Asile a-t-elle bien été pistonnée par Pierre Moscovici, comme certains le disent, pour obtenir ce poste ? S'agit-il au contraire d'une odieuse rumeur liée au sexe, aux origines et aux origines politiques également de Madame Belkacem ? Le président de l'institution Pierre Moscovici procède-t-il plus simplement à un noyautage gauchiste de la Cour des comptes avec son lot d'obligés ? Eh bien, là aussi, nous analyserons ce scandale dans un instant. Vivre ensemble, ensuite. Vivre ensemble. 3000 bobos parisiens ont signé une pétition pour s'opposer à l'ouverture d'une supérette Carrefour City dans leur beau quartier du 6e arrondissement au motif, selon l'un des pétitionnaires qui s'appelle Simon Benbarouk, qui est président de l'association des commerçants du quartier, que quand on paye 20 000 € le mètre carré, on n'a pas envie d'avoir la racaille en bas de chez soi. Ça allait sans dire, c'est sûr que l'argument... Même quand on paye 3 000 € le mètre carré, d'ailleurs. Surtout quand Non, ne commencez pas à critiquer les plus riches, ce sont nos amis, et l'argument est imparable. Et d'ailleurs, des riverains, comme Alain Souchon, comme Denis Oliven apparemment, comme Catherine Fro, comme Ruth Elkrief, lui ont donné raison. Jacques Toubon. Et ils ont signé la pétition contre la racaille en bas de chez eux. Alors, à partir de quel prix, Jean-Yves Le Gallou, vous allez nous le dire, à partir de quel prix au mètre carré faut-il accepter d'avoir la racaille en bas de chez soi ? Chers auditeurs, n'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer votre avis. Et enfin, international, avec la Syrie. Les chrétiens de Syrie subissent des meurtres et des attentats, on l'a vu récemment. Les Druzes, cette semaine, dans le sud du pays, à Soueïda, ont été forcés par des islamistes, par des musulmans sunnites, de se jeter du haut des immeubles. C'était je ne sais pas si parmi vous avez vu les vidéos, ce sont des choses mais abominables. C'est-à-dire que, ce sont on parle de crimes contre l'humanité, là on voit là des beaux. Les Alaouites ont d'abord été massacrés en premier, on s'en souvient, emprisonnés, torturés. Des femmes non sunnites sont réduites en esclavage sexuel. Et voilà, donc contre toute attente, bizarrement, la Syrie démocratique de M. Ahmed al-Shara, qui a succédé au monstrueux Bachar el-Assad, sombre dans le chaos. Alors voilà, faut-il vraiment s'en étonner ? Nos experts, là encore, vous donneront leur avis sur cette étonnante évolution politique, insoupçonnable évidemment, comme en Syrie, comme en Libye, comme en Irak. On ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. Alors, chers auditeurs, vous pouvez nous envoyer vos messages en écrivant un courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Vous pouvez aussi téléphoner à Solange qui prendra vos messages au 01 46
51 00 85, 01 46 51 00 85. Je vous rappelle, et parce que vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs centaines déjà à le faire, je crois qu'on a dépassé le millier, à avoir répondu à notre enquête de satisfaction, donc pour bâtir la radio, qui sera un peu la vôtre en fait. On voudrait bâtir l'avenir de Radio Courtoisie avec vous, donc on vous donne la possibilité de vous exprimer. Vous pouvez répondre sur Internet en tapant enquête.rc.fr, et si vous préférez, vous pouvez aussi la demander en écrivant un courriel à secrétariat@rc.fr. On vous l'enverra en papier si vous le souhaitez, ou on vous enverra un lien si vous souhaitez répondre par Internet. Et vous pouvez aussi la commander au téléphone en appelant au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, courriel à secrétariat@rc.fr ou directement en ligne enquête.rc.fr. Et voilà, vous pourrez nous donner votre avis, votre opinion, vos souhaits, vos envies pour bâtir la radio qui vous plaît avec nous. Alors, on commence, si vous voulez bien, par notre premier sujet, donc, et le fait qu'il faut toujours se méfier des décisions gouvernementales qui passent en été, parce que ce sont généralement les plus dangereuses. Donc là, la ministre de l'égalité, donc je répète, entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a annoncé mercredi la création d'un groupe d'une dizaine d'associations chargées de signaler, je cite, les contenus haineux en ligne auprès de l'Arcom. Donc cette coalition de la délation comprend notamment le planning familial, la fédération des centres LGBTI+, etc., ou encore SOS Racisme. Alors bizarrement, je n'ai pas vu l'Institut pour la justice, ni la Griffe, ni Academia Christiana, ni Paul Ni le gym, ni SOS tout petit. C'est extrêmement grave. Eh bien allez, vous allez commencer, Charles-Henri. Non mais alors évidemment, ça fait partie de la judiciarisation de la vie politique. Ça a commencé avec la loi Pleven, il y a eu la loi Guesso. Maintenant, c'est l'ubérisation de la loi Guesso en quelque sorte. On arrive dans une société quasiment à la chinoise, où Internet, non seulement va être surveillé, mais sauf c'est pire. qu'on paye plus d'impôts en France. Oui, alors c'est pire, parce qu'en Chine, au moins, ils ont au moins l'honnêteté de dire c'est le parti qui fait la loi, et puis voilà. Là, c'est vraiment hypocrite, parce que on délègue un droit de justice à des procureurs privés. Subventionnés par-dessus le marché. Des procureurs privés qui, évidemment, sont tous quand même de la même tendance. Comme vous disiez, j'aurais bien aimé qu'il y aurait une espèce de petit parlement avec les associations compétentes. Encore faut-il de trouver les associations compétentes. Mais là, c'est un peu comme si on donnait aux procureurs à la fois la fonction de procureur et en plus la fonction de juge. Donc, ils sont juges et parties. Oui. Et alors, bon, ça, on est coutumé du fait. Ce n'est pas un complot, puisque c'est à ciel ouvert. C'est à ciel ouvert. Mais moi, alors, vous comprenez le danger de tout ça, c'est que, évidemment, Internet va s'auto-censurer et ces associations vont recevoir notre argent pour, soi-disant, embaucher des gens, ça c'est sûr qu'ils vont les embaucher, à traquer la haine. Alors la haine, il faudra déjà qu'on me la définisse, parce que ce n'est pas une notion juridique. Donc c'est laisser libre cours aux juges du fond, sauf qu'évidemment, eux, voulant aller être plus royalistes que le roi, ils vont en trouver partout, parce que, évidemment, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, de toute façon, on est haineux. Donc il n'y a plus de débat, ça supprime le débat sur le fond, puisque c'est évident qu'ils ont le magistère moral. Mais moi, derrière tout ça, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de protestations, de vraies protestations politiques. Alors, pour tout dire, nous sommes en train, avec Radio Courtoisie, de préparer une pétition qui sera sûrement prête demain, et nous allons la lancer, parce que je pense que c'est bien. Ce que vous dites, Charles-Henri Deloy, est juste parce que on a l'impression que tout le monde s'en fiche. Voilà, c'est gravissime. Même la Ligue des droits de l'homme, j'aurais voulu entendre des ministres, j'aurais voulu entendre des c'est une ministre qui a lancé le truc. Je sais bien. Mais quand je dis des ministres, ou des anciens ministres, ou des premiers ministres, enfin des autorités reconnues, connues, et j'entends pas même des chefs de parti, j'entends pas Marine Le Pen, j'entends pas Zemmour, j'entends pas Dupont-Aignan, enfin peut-être qu'ils sont exprimés. Je crois que Zemmour est intervenu. Jean-Yves Le Gallou. Mais il y a un abandon du concept de défense des libertés par tous les partis politiques depuis très longtemps. Très, très longtemps.
Et là, on n'a pas la liste, mériterait d'être complétée quand même, parce qu'il n'y a pas que les trois qu'on a cités. Il y en a une dizaine. Il y en a une dizaine. Dans la dizaine, il y a le Conseil représentatif des institutions juives, qui n'est pas en soi une institution d'extrême gauche, une institution pro-socialiste, ce qui est quand même un peu paradoxal, parce que ce Conseil a beaucoup milité pendant de nombreuses années pour ouvrir la politique d'immigration, et maintenant il s'aperçoit quand même des dangers de cette politique d'immigration par rapport au développement des positions très pro-palestiniennes d'une partie de cette immigration musulmane, mais il va quand même continuer à intervenir comme autorité de censure aux côtés, ce qui est quand même extraordinaire, du planning familial, dont, si on veut apprécier l'honnêteté et l'objectivité, on rappellera qu'il a publié une affiche expliquant qu'il pouvait y avoir des hommes enceints. C'est-à-dire que si vous expliquez qu'un homme ne peut pas être enceint, vous tenez un discours, vous êtes susceptible de tenir un discours de haine. Voilà. Et anti-scientifique. Et anti-scientifique, bien entendu. Et pour la Gay Pride, il y avait une affiche où on bastonnait l'hétérosexuel blanc, voilà, oui. avec un Mort. drapeau palestinien. Un cadavre. Il était mort, le blanc. Enfin, il avait mauvaise mine. Il était cadavérique. Corentin Dugast. Oui, je partage ce qui vient d'être dit. Ce qui est très intéressant en plus, c'est qu'évidemment, l'Arcom s'est immédiatement félicité de cette nouvelle. Ils ont même annoncé qu'ils allaient relancer à l'automne l'Observatoire de la haine en ligne. Donc voilà, je vais postuler, puisque j'imagine qu'il y a des postes qui vont s'ouvrir pour cet Observatoire de la haine en ligne. En réalité, ça existe déjà un petit peu pour connaître le sujet en tant qu'influenceur catholique sur Instagram. En fait, il y a déjà des mecs, des zonards des réseaux sociaux qui, sur les différents réseaux, surveillent les publications des gens de droite, des catholiques, etc., pour dénoncer ce qui leur paraît, hors propos ou haineux, etc. Et donc moi, régulièrement, j'ai vu mon compte Instagram perdre en capacité d'atteindre mes abonnés, etc. Donc ça, on le remarque très rapidement quand on a été dénoncé plusieurs fois. Lorsqu'on publie une vidéo ensuite, on a plus de mal à rejoindre un maximum de personnes. Les algorithmes partagent moins, puisqu'en fait, on est soumis aux algorithmes. C'est ce qu'on appelle en bon français le shadowban. Et exactement, c'est du shadowban. Avec exactement. le verbe shadowbanner, que j'ai appris quand on parle à des agences de marketing numérique. Si on parlait français, on dirait simplement bannir, ostraciser. Ostraciser. Mais vous savez, c'est une vraie problématique aujourd'hui, parce que de fait, nous ne sommes plus seulement soumis à l'impératif de produire des bons contenus, mais en plus, une fois qu'on a créé un bon contenu, une bonne vidéo qui peut être partagée, on va être ensuite soumis au bon vouloir de ceux qui vont tomber dessus et qui vont dénoncer. Je vous donne un exemple très concret. Pendant la cérémonie d'ouverture des JO, j'avais fait un réel qui, en quelques heures, avait rejoint pratiquement 500 000 personnes. Eh bien, ça m'a valu pratiquement 2 semaines où mon compte Instagram n'arrivait plus à rejoindre ceux qui étaient abonnés à mon compte. Et donc là, parce que vous étiez banni. Parce que ou en j'étais tout cas occulté. Handicapé, oui. Voilà, Et la pratique de cette occultation Richard a été Lessez. reconnue en commission parlementaire par l'un des dirigeants des réseaux sociaux français. Donc, qui a expliqué que ça faisait partie effectivement des pratiques qui étaient mises en œuvre. On dit, on n'est pas en train de vous parler d'une légende urbaine, comme quoi il y aurait une occultation. Voilà, devant les parlementaires, la chose a été admise. Tout le monde trouve ça très bien ou tout le monde s'en moque, en fait? Parce je que suis vois impressionné pas par la gravité de la chose. Oui. Arthur de Vatrigan, pour finir le tour de table, et ensuite on relancera un autre sujet. Si j'étais taquin, je dirais que BRG a quand même pas chopé les assos les plus efficaces, puisqu'elles sont sous perfusion de pognon public depuis des décennies. Et pourtant, d'après leur dire, à les entendre, ce qu'elles combattent, ça baisse pas, ça fait qu'augmenter. Donc déjà, refiler du boulot à quelqu'un qui combat la haine et la haine augmente, je trouve ça un peu... dans le monde privé, ça marche pas.
Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Oui, voilà. C'est un peu comme l'Union européenne, Voilà, en fait. il faut plus d'Europe pour que les gens aiment l'Europe. Il faut plus de haine. Charles Henry disait la haine, on ne sait pas trop ce que c'est. Il faut juste regarder le pédigré de ces assos, on va comprendre ce que c'est. Il y en a une, par exemple, rappelez-vous, celle qui a émis Georges Bensoussan au tribunal. Elle était, à l'époque, c'était la LICRA. Jakubowicz, il était assis à côté du CCIF pour condamner Georges Bensoussan parce que Bensoussan avait osé dire que l'antisémitisme dans le monde arabe, ça se transmettait un petit peu. Il y a Jean-Yves a rappelé le planning familial qui avait dit qu'un homme enceinte, dire qu'un homme était un homme enceinte, ça n'existait pas, c'est transphobe. Je vous rappelle qu'il y a une autre asso dans le tas qui a expliqué que le gynéco qui avait refusé d'ausculter un homme, c'était transphobe aussi. En gros, et puis sans parler des SOS racistes qui fout tout le monde au tribunal, dès qu'on dit qu'il y a un petit lien entre insécurité et immigration, parce que tous les chiffres officiels prouvent, tac, on est au tribunal. Donc si vous voulez, l'idée de la haine, on l'a comprise, c'est la haine contre le progressisme. Tout ce qui s'oppose à la doxa, on va se retrouver au tribunal. Alors en plus, moi je pensais naïvement que les caisses de l'État étaient vides puisqu'on cherche du pognon partout. Là, ça signifie qu'on va renflouer encore un peu plus ces assos parce qu'elles ne vont pas bosser gratuitement. Parce que leur principe, c'est de dire qu'elles sont efficaces et qu'elles assignent quelqu'un en procès, qu'elles perdent ou qu'elles gagnent, elles s'en foutent. Le but, c'est d'assécher financièrement l'ennemi du progressisme et de renouveler les subventions. Et oui, mais c'est le principe. C'est pour dire, regardez, je veux des subventions. J'ai fait 120 procès. Voilà, c'est procès, subvention. Oui. Parce que ça, pardon, je vous interromps, Arthur, mais la logique, effectivement, de l'administration et de la subvention, c'est que si on ne dépense pas toute la subvention dans des actions parfois totalement délirantes, c'est qu'on n'en avait pas besoin. C'est qu'on n'en avait pas besoin. Donc, l'année suivante, la subvention est moins forte. Donc, effectivement... Comme dans l'armée, quoi. Oui, exactement. On fait tourner les moteurs parce qu'il faut retrouver le même nombre d'hectolitres. Alors, Jean-Yves. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément une dénonciation directe au juge, c'est une dénonciation à l'Arcom qui, elle-même, fera des remontrances aux médias qui auront subi cela. Et sachant que l'Arcom est à la fois juge et partie, c'est ça qui est quand même vicieux. C'est-à-dire l'Arcom a le droit d'expliquer que vous avez fauté et de prononcer la sanction sans faire appel à une autre juridiction. Absolument. Oui. Ce ne sont pas des juges, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une autorité indépendante. Soi-disant. Il faut quand même souligner la tartufferie d'Aurore Berger, parce que quand on l'a interrogée sur d'autres médias pour lui demander si elle n'avait pas l'impression de pousser un peu mémé dans les orties, qui a dit pas du tout, il faut être militant, le militantisme c'est très bien, et de toute façon, c'est à l'Arcom de décider. Comme si l'Arcom, qui a été associée dès le départ à la démarche, au choix, allait brusquement se dédire ou se méjuger elle-même. Non, en fait. Donc, comme d'habitude, elle offre le spectacle d'une militante extrêmement girouette. Elle n'a quand même choisi que des associations de gauche, donc dans un appel désespéré au PS de venir soutenir tout ce que Macron va pouvoir faire et dire, et Bayrou avec lui jusqu'au bout, et pour nous expliquer qu'en fait, il y avait quelqu'un qui allait pouvoir trancher à sa place, alors que cette prétendue autorité indépendante est déjà de son côté et a déjà validé le process. Ces gens mentent en permanence, en fait, c'est fascinant. C'est une nouvelle preuve de l'alliance entre l'extrême centre et l'extrême gauche, parce que Berger, c'est l'extrême centre, et elle cherche là que des associations de gauche et d'extrême gauche. C'est tous les râteliers, surtout, parce qu'elle a fait plusieurs partis. Mais toujours à l'extrême centre. Ah non, vous êtes sévère. Elle était au jeune pop de l'UMP. Oui, si vous voulez, c'est la... Comment dirais-je, pour être poli. Soyez poli, s'il vous plaît. Parce on est convenable, monsieur Deslois, on est sur Radio Courtoisie. Elle s'offre, si je puis dire, à tous les centres. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu le double effet qui se coule, que je ne devrais pas employer, je dirais l'effet d'aubaine pour ces associations, parce qu'elles vont gagner sur deux tableaux. Un, à titre personnel, puisqu'elles se portent souvent partie civile où elles touchent, et après... elles vont pouvoir dire ce qui n'est pas bon et qui ne correspond pas à leur notion de haine, ce qui fait qu'elles vont en plus recevoir des subventions pour combattre quelque chose qu'elles ont déjà combattu et où elles touchent en tant que victimes. Donc victimes, juges et procureurs, c'est pas mal. C'est un cercle vicieux extrêmement dangereux. Elles sont victimes, procureurs et juges. Alors, un auditeur, une auditrice même, nous donne la liste des 12 associations choisies par Aurore Berger pour censurer la toile, le CRIF, la Fédération des centres LGBTQIA+, FLAG,
la LICRA n'endort pas, le mouvement du nid, Non, Oser le féminisme, le planning familial, Respect zone, SOS homophobie, SOS racisme et Adam. Voilà. Il y en a que je connais pas Il n'y a d'ailleurs. pas faut que je fasse Saint-Pédis, Chrétien d'Orient, Ictus? Non, Ah non, non. non. Ah bon. Non. C'est bizarre. C'est étrange. Il y en a qui sont pas mal, il y a des noms dort pas là, c'est quoi? Le n'endort pas, Non, mais, dort mais pas. je ne sais pas. Non, On va- Contre les gens trop réveillés. on- Les Le insomniaques, M'endors pas, c'est c'est les la insomniaques. suite de. Arthur. C'est à la suite de Gisèle Pédico, M'endors pas, c'est Ah, pour lutter contre la soumission d'accord. clinique. Ah, Voilà. d'accord. Bon, donc en Ouais. gros, j'ai l'impression que vous êtes tous un petit peu pessimistes et que vous ne c'est- croyez pas du tout à Non, mais l'objectivité on de ces mais associations. C'est extrêmement grave. Oui, Et c'est comme grave. disait Jean-Yves Le Gallou, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de politiques qui s'emparent du problème. Hein. Moi, je trouve que Oui, là, mais vraiment. c'est- Alors, évidemment, on est quoi? On est le 21 juillet, là. C'est comme par mais c'est ce hasard. que je disais, c'est le Oui, c'est au toujours cœur ça. de l'été. Bien sûr. Mais C'est la vraiment- défense des libertés est Ouais. en recul Ah, mais permanent. 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 Quand il y a eu un projet de loi, une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas été votée encore au Sénat, criminalisant les propos privés, c'est-à-dire étendant la loi Pleven-Guesso, non pas aux propos publics, mais Dans aux les propos salons. privés, ceux que vous tenez Dans vos au salons, chez restaurant, vous, aux hein. familles, Ouais. à la cantine d'entreprise, etc. Eh bien, le vote a eu lieu à l'unanimité. C'est fou. Euh, À l'Assemblée? ben bien sûr, Même, le vote a eu lieu RN compris. à l'unanimité compris. à l'Assemblée. Mais Le on en a Rassemblement pas- national s'abstenant. Unanimité, ça veut dire tous les Oui, mais tous les députés. députés, mais ils étaient 15. Mais hein. même, il y avait, Ah, mais- il y avait représentants de chaque Ah, parti. bien entendu, mais à Non, mais c'est l'unanimité, fou. toutes ces lois sont votées à l'unanimité parce que les gens ont peur. Mais c'est dingue. Ils ont peur de défendre des libertés. Mais c'est fou. Enfin, je veux dire, je sais pas. Au RN, ils ont peur de défendre des Bah libertés. oui, c'est moi. Aux Républicains, ils ont peur Ouais. de défendre des libertés. Mais parce que c'est Voilà. contre la haine. Et oui, et qu'ils sont Non, gentils. C'est comme les les Si Républicains, vous écolos. défendez, c'est contre la haine. Si vous C'est êtes contre la contre haine. ça, c'est que vous êtes pour la haine, voilà. Arthur Sur de le Vatrigan. retournement dialectique. Voilà. C'est comme les écolos. Si on n'est pas écolo, on est pour la destruction de la Les planète. républicains, les républicains, non seulement ils se taisent pas, mais je rappelle que une proposition de loi contre les propos anti-républicains, ça vient de Jean Brun qui est LR. Ah oui, Donc, oui, ça, bah là, oui, on est oui. dans un cadre encore plus. Parce que là, on peut mettre ce qu'on veut dedans, quoi. C'est encore pire que la haine, hein, les propos anti-républicains. C'est open Oui, bar derrière. oui, bah là déjà on en a deux d'anti-républicains. On n'est pas anti. Non, mais Oui, mais nous Voilà. respectons les Voilà. valeurs de la République. Ouais, Moi, voilà. pareil. Je Je suis par exemple contre les crop tops, comme Voilà. comme Et Castex. moi, je suis contre les tongs. Voilà. Alors on est sauvés. Et il n'y a pas encore Non, mais ce qui est- d'association défendant la Anti-tong. tongue. Non, Enfin, voilà, pro-tong. c'est moi l'association anti-tong. Il y a des pro-tongs, les anti-tongs et les Eh, pro-tongs mais se battent sur les plages. candidaté là auprès d'Aurore Berger. Ah bah j'ai déjà mon bâton. Oui. Bon, elle en mérite, elle. Alors, bon, bah, écoutez, si on a fait le tour, la question, c'est effectivement, qu'est-ce qui va se passer, quoi sérieusement, enfin, parce que on s'apprête à finir, à clore le sujet, mais On veut vous que faire faire taire. Donc, nous, on fait une pétition. J'espère qu'elle sera signée, qu'elle aura du succès, parce que c'est l'été, les gens sont quand même peut-être un peu disposés à s'engager ou à faire un tout petit quelque chose, mais il y a effectivement zéro réaction. Est-ce qu'il ne faut pas alarmer les députés? Est-ce que les auditeurs qui nous écoutent ne pourraient pas écrire à leurs députés pour proposer de s'indigner Bah, de contre ne pas cette... voter s'ils votent cette loi. Ah bah cette De ne loi, pas elle est pas... voter ah bah, le- Non, elle a pas encore. C'est même pas une loi, c'est une décision. Là, là, on parle de l'ARCOM ou de... Bah, de Qui Aurore donne- il y a Berger, bien une il- loi pour donner à l'ARCOM ce pouvoir, non? C'est non, pas, non, c'est c'est pas une loi, c'est c'est une loi. une décision administrative. Ah, c'est carrément une loi, bon, c'est encore Oui. mieux alors. Oui. Bon, bah, alors, Corentin Dugast. Non, mais l'objectif, en fait, c'est de nous faire taire. Et effectivement, je partage ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des élus qui sont sans courage parce qu'on a une majorité des Français qui ont perdu toute notion de courage et de vérité et de défense de leur liberté. Très souvent, quand on se retrouve dans des débats avec des gens issus du monde laïque, on va dire laïque politique, laïque religieux, la plupart des gens n'osent même plus se prononcer sur les sujets. Avant, on avait des débats, on pouvait avoir des débats enflammés, on pouvait discuter des sujets et on pouvait avoir des grandes batailles d'éloquence. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les gens vont dire non, mais Ouais. je respecte ce que tu penses. Mais voilà, je ne me positionne pas. Et donc là, on peut venir encore renier les libertés. Les gens vont dire ah, mais vous voyez toujours le côté sombre, etc. Oui, en fait, ça fait quand même 200 ans qu'on voit le côté sombre et tout ce qu'on vous a annoncé se passe. Donc, à quel moment vous allez vous dire on est en train de se faire avoir, ça fait 200 ans qu'on vous prévient, Et vous 200 êtes ans qu'on poli. dit.
Oui, enfin, moi, c'est vrai que j'ai un blocage historique sur une certaine période, enfin, un peu plus de 200 ans même, effectivement. Mais voilà, c'est le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de notion de combat. On veut préserver sa place à son travail. On a peur de tout perdre. Il y a aussi, je pense, la situation économique qui angoisse beaucoup les gens. Et donc, ils se disent, je préfère ne rien dire plutôt que de prendre le risque de perdre mon travail ou de perdre quelque chose, de perdre un statut, etc. Et donc, de fait, ils peuvent passer n'importe quelle loi. Mais est-ce qu'il n'y a pas Ça aussi ne une forme dérange d'individualisme ou de passivité ou de découragement total non, face à la... parce que En fait, il y a comme une summum- démission du politique, Oui. non pas au sens politicien, mais du sens politique. Alors, je pense que Des Français, c'est dû quoi. aussi à la baisse de niveau. Plus vous êtes bête, plus vous êtes soumis. Hein. Généralement, vous réfléchissez plus au bout d'un moment. Non, c'est Alors- pas une question de bêtise. Oh, Les CSP+, Évidemment. sont intelligents, mais ils sont Oui, mais soumis parce que le conformisme est la garantie Oui, de leur mais carrière. parce que les CSP+, Voilà. ils ont des carrières à protéger. Oui, voilà. Ils ont Ouais. leur compte en banque. Donc c'est de la peur, ça c'est vrai. Mais après, le français moyen, regardez, le summum, ça a été pendant la crise covidique. Accepter de rester confiné, assigné à résidence 2 mois, accepter de ne pas pouvoir prendre un café debout sans une muselière, enfin, des trucs impensables il y a 50 ans où les gens se targuaient de pouvoir traverser en dehors des passages cloutés. Non, je crois effectivement que les gens n'ont plus la notion de la liberté. C'est ça, c'est terrible à dire. Alors j'essaye d'analyser ça, effectivement. Moi, je pense quand même Mais- qu'un degré de bêtise assez important, oui. Quentin ? Ouais, je ne crois pas que ce soit forcément lié à la bêtise, parce que quand on pense notamment à la Révolution française, enfin, moi je suis vendéen et ceux qui se sont levés, par exemple, dans mes ancêtres, il y avait pas mal de tisserands et de paysans. Je pense qu'ils ne savaient pas lire ni écrire. On ne pouvait pas dire que c'était des grands intellectuels. Ça, c'est Et l'instruction. pour autant, au moment où on est venu titiller leur liberté et déranger leurs prêtres, ils se sont levés et ils sont allés mettre des tartes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on élève les gens comme de gentils Versaillais, pardon, de gentils... Insultez de pas bons nos gendres. auditeurs versaillais. Non, mais on élève les gens comme de gentils gendres. On ne fait pas de vagues, on ne se plaint pas, on dit jamais rien. Et moralité, et le problème, c'est qu'en plus, il n'y a plus d'hommes, au sens concret du terme. Et donc, de fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils font passer toutes les lois les plus absurdes depuis Au plusieurs moins années 50 maintenant. ans, oui. Arthur, ensuite on essaiera de passer à un autre sujet. Je suis pas sûr que ce soit une question de bêtise. Je pense que c'est plutôt une question d'âge. Le courage aussi, Si vous peut-être, voulez non ? résoudre d'âge, pas de courage. Non. Donc, vous voulez résoudre le problème, vous dites que vous n'avez plus le droit de voter après 70 ans. Je vous promets qu'il y a le courage qui va réapparaître. Parce que, en fait, qui avait peur du Covid et qui était content de se faire enfermer parce qu'ils avaient peur de crever? C'est les vieux. Parce Pourquoi que... les vieux votent majoritairement pour ces raisons? C'est pour des questions d'argent, parce qu'ils veulent garder leurs petites économies. Et puis, Pas parce tous. qu'on leur a Ne engagé soyez pendant pas 50 ans. vieillophobe. Il y a plein de personnes malheureusement, âgées si je fort deviens courageuses. âgophobe, là. Et quand on est allaité pendant 50 ans... Mais vos pour parents et rester mes parents ne sont pas forcément des lâches cupides qui se retranchent derrière un masque. Vous êtes Ah, les vôtres, je ne gérontophobe. connais pas, les miens, j'ai ma petite idée. Et je pense que malheureusement, il existe aussi, vous le savez, que dans des personnes de plus de 70 ans qui sont encore réactionnaires, ça reste quand même une ultra-minorité. Donc, quand vous avez été pendant 50 ans à l'été au progressisme, on vous explique ce qui est bien, ce qui est mal. Bon, au bout d'un 50 ans, ça rentre dans le cerveau. Alors, le Quand vieux on de vous dit gauche, que oui. Tout ce qui est fondamental, c'est la santé. Au nom de la santé, vous êtes prêt à vous foutre une muselière, à rester enfermé et à flinguer vos petits-enfants. En fait, le problème, il est là. Hein. Les politiques savent très bien qui votent. Voilà, c'est juste ça. Donc, vous voulez régler le problème, vous supprimez le droit de vote après 70 ans, vous allez voir, ça va changer vachement plus vite. Oui, mais moi je suis pas très fan de cette, très admirateur de ça cette nous mesure arrivera parce à que tous, enfin je vous le souhaite. déjà on va tous y arriver si on a un peu de chance. Et Ouais. puis encore une fois, il y a plein de gens qui ont un certain âge et qui ont un engagement politique qui reste vivace. Oui, mais ça reste quand même très minoritaire si vous regardez qui vote Ah où et qui oui, vote il où. est vrai que la majorité C'est des macronistes, des retraités sont macronistes. C'est malheureusement Voilà. un fait. Est-ce qu'on a fini sur cette note désespérante On Oui, passe à la oui, suite. faut laisser Bon. un peu pour les Eh autres. bien, écoutez, en tout cas, signez bientôt notre pétition. Voilà, on va essayer, nous, de la faire circuler auprès des décideurs politiques. Je pense que c'est extrêmement important. Et on l'enverra aux députés qui pourraient éventuellement avoir un peu de réaction à l'Assemblée. Alors, on va écouter un petit message promotionnel et nous revenons juste après pour parler donc de François Bayrou et de ses jours fériés stupides, de la supérette du 6e arrondissement que les bobos veulent rejeter et de la Syrie en crise.
Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Oui, eh bien écoutez, si vous voulez effectivement donner votre avis sur l'avenir de Radio Courtoisie, n'hésitez pas à donner justement votre opinion, à remplir ce questionnaire, à aller en ligne, à le demander par courriel ou à le demander au téléphone. Et à la fin, là, vous êtes déjà vraiment plusieurs centaines et on dépasse le millier, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il est encore temps. On est le 21 juillet. Fin août, j'espère que nous aurons 2 ou 3 000 réponses et ça nous permettra d'avoir une base vraiment solide pour prendre des mesures et prendre des nouvelles dispositions pour vous offrir la radio que vous souhaitez. Alors, on passe à François Bayrou. Donc François Bayrou, qui est obsédé par l'idée de durer encore un petit peu, a cherché toutes les pistes pour ne pas se mettre trop de monde à dos, tout en présentant une feuille de route à peu près viable pour faire des économies. Résultat, puisqu'il n'ose ni taper sur les fonctionnaires, ni sur les immigrés, il a décidé de taper, comme toujours, sur les contribuables, qui sont si bien habitués, j'oserais dire dressés, peut-être même à se laisser tondre, sans jamais protester, en dehors donc d'un ou deux sites internet ou d'une tribune libre dans le Figaro. Et il a eu donc cette idée géniale pour redresser la France, supprimer 2 de nos jours fériés, donc le lundi de Pâques et le 8 mai. Et puis évidemment, pas un mot sur la fraude sociale, pas un mot sur les dépenses, sur les gaspillages de l'État, comme ceux qu'on vient d'évoquer contre la soi-disant haine. Rien sur l'immigration, rien sur les fraudes, donc, mais un bon vieux refrain, donc les Français ne travaillent pas assez, il l'a dit, je cite, les Français ne travaillent pas assez. Non mais pour qui se prend ce monsieur Non mais c'est phénoménal, qu'est-ce qu'il fout, lui, de ses journées à part essayer de durer un petit peu plus à son ministère et donc voilà, à quand la suppression des nuits chômées, à quand la suppression des pauses déjeuner, la taxation de l'air, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont encore en tête. Voilà, donc heureusement, Bayrou a oublié que les fonctionnaires de gauche travaillent aussi, et par exemple, les profs sont vent debout, ce qui nous laisse espérer que leur mobilisation nous permettra de ne pas avoir cette mesure absurde. Je signale quand même une enseignante un petit peu corporatiste et un peu parano, qui a dit on va encore passer pour des feignasses parce qu'on proteste, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Et bien évidemment, Bayrou n'a pas choisi le 15 août, c'est pour nous viser directement. Parce que si c'était le 15 août, elle s'en foutrait complètement de la solidarité. Oui, tant que ce n'est pas les profs qui sont visés, on n'en a rien à faire. Là, c'est grave. Là. C'est grave. Elle a même d'ailleurs une petite conscience religieuse qui s'est réveillée, cette dame, parce qu'elle n'est pas du privé, a priori, mais elle a dit Pâques, supprimer le lundi de Pâques. Je ne suis pas d'accord. C'est une fête religieuse à laquelle les Français sont très attachés. Alors pourquoi pas supprimer Noël tant qu'on y est ? Ah oui. Et là, d'un seul coup, la laïcarde... Alors, c'est quand même s'attendrit. C'est quand même le crétin des Pyrénées, parce que Giscard avait tenté de supprimer le 8 mai, ça ne lui a pas porté chance. Il l'avait fait. Si, le 8 mai, il l'avait supprimé. Je pense que ce n'est pas du tout le crétin des Pyrénées. Non, mais... il est extrêmement subtil. Il lance des leurres. Et donc, il y a 2 leurres. Il y a le 8 mai et Pâques, il y a les jours fériés, qui permet de faire passer quand même toute une série d'augmentations d'impôts, notamment sous la forme de la non-indexation de l'impôt sur le revenu. Donc, il fait passer tout un tas de mesures qui touchent les gens et il focalise l'opposition sur le lundi de Pâques et le 8 mai, sachant qu'à terme, il ne gardera probablement que le lundi de Pâques qui rejoindra le lundi de Pentecôte. C'est ça la manœuvre. Vous sous-estimez son calcul. Non, il est très bon manœuvrier. Alors, en tout cas, le 8 mai, ce qu'on peut dire, c'est que Bayrou donne un gage à l'extrême droite. Savez-vous ça ? Ah non, je n'avais pas vu ça. Oui, parce qu'elle voulait rassembler tous les jours commémoratifs le 11 novembre. Parce que, ça c'est LFI qui nous l'a appris, Bayrou a donné un gage subtil à l'extrême droite parce que le 8 mai, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça rappelle la victoire sur le nazisme. Et donc, en supprimant cela, Bayrou l'efface de la mémoire des Français et permet donc au Rassemblement national de mieux se positionner pour obtenir les votes. Parce qu'on sait évidemment que Marine Le Pen et M. Tanguy
Je termine juste mon propos parce que non mais c'est l'exemple quand même de LFI. C'est amusant. Non mais plus subtilement, il aurait pu dire à chaque salarié de renoncer à 2 jours de RTT. Déjà, ça passe mieux. Dans le volontariat, c'est mieux. Ça revenait à peu près au même. Après, les vraies économies, personne n'ose les dire, c'est les milliards que nous coûte l'Europe et l'aide aux pays en développement. Déjà, vous supprimez ces deux-là, la dette est déjà... Oui, et puis à ceux qui sont chez nous. L'immigration. Parce que je voudrais dire j'avais sur proposé... l'immigration. Ouais, je vous coupe juste un instant, Jean-Yves, mais j'avais proposé, et personne ne m'écoute jamais, qu'au lieu de supprimer 2 jours fériés aux gens qui bossent et aux Français, on supprime 1 semaine, c'est pas le bout du monde, c'est symbolique, d'aide sociale aux immigrés qui vivent en France à nos crochets. C'est quand même pas méchant. Ça aurait fait beaucoup plus d'économies, mais personne n'est d'accord. Il faut tout supprimer. Ah oui, ça, je suis d'accord. L'immigration, oui. Indépendamment de ce que coûte l'immigration de la part de ceux qui sont déjà là. Il y a aujourd'hui 500 000 entrées par an. Le prix Nobel d'économie, Maurice Allais, avait calculé le coût par rapport en formation de capital de l'entrée d'un étranger supplémentaire. C'est aujourd'hui, si on applique ces calculs, c'est 100 000 euros. C'est-à-dire que quand ils rentrent 500 000 étrangers supplémentaires, c'est 50 milliards. 50 milliards. Pourquoi ? Parce qu'il faut construire des écoles, il faut construire des logements, il faut construire des hôpitaux, il faut construire des places de prison, il faut construire des places... Bon. Alors, heureusement, personne ne construit rien. De places de prison. Alors, heureusement, comme les Français ne font plus d'enfants, il n'y a plus besoin de construire d'écoles. Comme on ne construit pas de prison parce que c'est donner un gage de rassemblement national, on les entasse dans des conditions immondes. Enfin, donc, Maurice Allais parlait d'une France normale qui était bien gérée. Oui, mais alors, là, maintenant, surtout le coût de l'immigration, c'est juste les prestations sociales. Pas uniquement. Pas uniquement. Mais le logement. Majoritairement. Le logement, ça existe quand même. Les logements qui sont construits sont assez largement accaparés par déplacement de population, par ces populations nouvelles. Il y a un coût, alors vous avez raison, ça coûte sans doute pas 100 000 euros par personne, parce qu'effectivement, on ne fait pas les investissements nécessaires, mais on les fait de manière décalée. Prenez les coûts des transports publics, par exemple, les investissements pour les transports publics en Île-de-France, c'est lié à l'augmentation de la population. Et l'augmentation de la population en Île-de-France, elle est liée à l'immigration. Alors, il y a un effet retard, c'est vrai. Pour le logement, vous parlez du logement public, alors ? Parce que le logement privé, il se fait plutôt beaucoup d'argent. Le logement privé ne se fait pas tant d'argent que ça, mais c'est effectivement, les logements sociaux sont principalement accaparés par une population immigrée. Et plus il y a d'immigrés, plus ils accaparent des logements sociaux existants, ce qui renvoie les autres vers les logements privés. Il y a un phénomène de déplacement. Parce qu'on dit le logement général, mais il y a encore 2/3 des Français, même un peu plus, qui sont dans le logement privé. Que je veux dire, c'est pas... Oui, mais le logement privé, son prix augmente, compte tenu de la pression générale. Sur les faits, c'est comme vous dites fort justement, je suis bien placé pour savoir que dès que vous accueillez des nouveaux habitants, derrière, il faut prévoir les routes qui vont avec, les places de parking, les écoles, etc. Mais comme le dit Xavier, comme les Français font plus d'enfants, on attend que nous crevions tous pour laisser notre pays aux étrangers. Xavier, c'est Richard aujourd'hui, mais on est d'accord. Arthur avait demandé la parole et ensuite Corentin. Vous aviez demandé qu'est-ce qu'a fait Monsieur Bayrou. Ouais. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça a rapporté beaucoup parce que il a quand même, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, une villa de 500 mètres carrés avec vue sur la mer à Cannes. C'est intéressant de se pencher dessus. Bref, sinon... Signalez-le à Anticor. Ouais, mais regardez, il y a un loup. Mais bon. Et puis, j'ai un copain qui m'a chiffré ça. Je ne savais pas que ministre ça rapportait autant, même si on a battu tous les records de longévité dans les ministères. Mais sur les jours fériés, il y en a qui se frottent les mains, c'est les curés des métropoles. Parce que comme ça, ils vont voir leurs paroissiens arrêter de déguerpir la vigile pascale dans leur campagne. Ils vont rester en ville parce qu'il n'y aura plus qu'un week-end normal. Sinon, tout le monde ça se fixe sur les 2 jours fériés, mais il y a un truc qui est passé qui me choque encore plus. C'est l'allocation handicapé adulte qui a été désindexée pour faire des économies. Alors, je comprends l'idée que le 1er mai, on a tout le monde dans la rue et que supprimer l'indexation sur l'inflation des allocations d'handicapés adultes, les mécaniques de tétraplégiques, ça risque pas grand-chose. Mais je trouve ça vraiment dégueulasse et je me demandais d'où venait cette idée à la con. Et là, le lendemain, j'ai vu l'IFRAP et Mme Verdier-Boulinier fanfaronner à la télé en expliquant que ça venait d'elle.
Mais pour bah tout alors vous là, dire, vous j'ai aussi. juste eu envie de vomir à ce moment-là. Je veux dire, vous imaginez pour faire des petites économies, parce que c'est même pas, je veux dire, ça représente pas grand-chose. Hein. On fait une Désindexation. désindexation, bref, Désindexation. Désindexé. désindexation, Bravo, une fracture de la langue. Dire à quel point dire à quel niveau de bassesse, d'ignominie on est arrivé pour gâter 3 balles et pour surtout Non mais là c'est triste parce que ça vient un peu de notre bord, ça vient un peu de la droite. Enfin, là-dedans quoi. Je sais pas. Et moi je trouve qu'au lieu de faire une fixette sur les jours fériés, oui c'est choquant et on a bien compris qu'ils avaient tapé le lundi de Pâques plutôt le 1er mai parce que c'est les arrangé que les francs-maçons allaient applaudir. Mais je veux dire ça me choque encore plus quoi. Alors, la chose qui est choquante, c'est d'une part que tout le monde se fixe sur ce chiffre de 40 milliards qui est complètement chimérique. Voilà. La France, en fait, n'est pas capable d'avoir les recettes qui correspondent au budget de François Bayrou. Comme d'habitude, et pas mieux que Bruno Le Maire, et sans doute pour les mêmes raisons, le mensonge, François Bayrou table sur des recettes fiscales qui n'auront pas lieu. Parce que la croissance n'est pas au rendez-vous. Donc, les recettes dont la France a besoin et qui justifieraient qu'on ne fasse que 40 milliards d'euros, je rappelle que la France est endettée à hauteur de 3 300 milliards. Et que le déficit est de 170 milliards. Voilà. Et donc, quand on nous dit 40 milliards, en fait, on nous dit rien. Ces recettes, de toute façon, ne seront pas là. Et donc, les 40 milliards équivalent vraisemblablement plutôt à 70 milliards. C'est-à-dire, si on a envie de faire en sorte d'économiser à périmètre égal, étant donné qu'il y aura moins de rentrée d'argent, on doit économiser 70 milliards. Donc, les recettes que nous donne François Bayrou sont déjà un mensonge. Ces 40 milliards d'économies sont déjà insuffisants. C'est pas 40 milliards d'économies. Dans les 40 milliards, il y a des augmentations d'impôts. Oui, mais enfin, tu veux dire, la manière dont ils nous expliquent qu'ils vont réussir à dégager 40 milliards entre les choses qu'ils ferment et les choses qu'ils ne ferment pas, entre les robinets qu'ils ouvrent et ceux qu'ils ne vont pas fermer, en fait, on n'y est pas du tout. Et je rappelle aussi qu'il y a quelques mois, on nous expliquait, toujours avec ce chiffre de 40 milliards, qu'il était hors de question que les impôts soient augmentés. Des ministres du gouvernement nous ont dit qu'il était hors de question que les impôts augmentent. Oui. Où sont ces ministres aujourd'hui sur les plateaux ? Ils sont là pour justifier le fait que ces impôts, directs ou indirects, vont augmenter. Ils ne vont pas augmenter, ils vont en créer d'autres. Oui, mais ils vont augmenter puisqu'ils ne sont pas indexés. L'impôt sur le revenu n'est pas indexé. Oui. Alors, il y a de l'argent facile à je donne juste la parole à Corentin Dugas qui la réclame poliment depuis tout à l'heure. Très bien. Et comme c'est un expert financier, a priori, c'est le seul qui s'y connaisse vraiment dans ce plateau. Allez-y. Alors, j'allais réagir effectivement sur les jours fériés, mais comme on a débordé un petit peu sur le reste, de fait, effectivement, les 40 milliards qu'ils proposent ne sont pas des 40 milliards d'économies, mais c'est simplement l'idée est simplement d'aller taxer tout le monde. On entend d'ailleurs revenir encore cette litanie merveilleuse sur les riches. Il faut aller taxer les riches et aller chercher encore de l'argent chez les riches. Et aussi les Français qui ne travaillent pas assez. C'est-à-dire que là, on commence à descendre dans les catégories. C'est-à-dire c'est vous et nous. Quoi. Exactement. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire que les riches, ça fait longtemps qu'ils sont partis et les bienheureux, ils ne reviendront pas. Ce qui fait qu'à la fin, par ruissellement, c'est nous qui allons payer la facture. On n'est pas à 3 300 milliards, on est à 3 800 milliards. 3 800 milliards d'endettement sur le PIB, ce qui est absolument phénoménal, puisqu'on était à 2 000 milliards il y a encore une quinzaine d'années. Donc on a pris vraiment 1 800 milliards en très, grâce très au peu de Mozart temps. de la finance. Grâce au Mozart de la finance, mais tout simplement parce qu'on est dirigé par des gens qui n'ont pas de sens de la famille. On n'est pas dirigé par des bons pères de famille. C'est que des personnes qui sont là pour s'enrichir, d'où les très belles villas à Cannes. Ou au Touquet. Ou au Touquet. On est face à des personnes qui sont là uniquement pour profiter du pays et ensuite, après moi le déluge, ils se permettent après de faire payer des conférences sur la gestion financière, je parle de Nicolas Sarkozy notamment, plusieurs milliers d'euros pour aller expliquer aux gens à quel point ils sont brillants en économie alors qu'ils ont ravagé l'économie française. Donc voilà, donc on pourrait parler de ça plus longtemps. Moi, je voulais simplement aussi revenir sur les 2 jours fériés. En fait, je trouve qu'il est assez cohérent, François Bayrou, avec tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années. On a systématiquement détruit la famille. Le rôle du libéralisme, c'est de détruire la famille parce qu'on sait très bien que quand il y a plusieurs foyers,
Vous savez, les gens divorcent, donc ensuite il y a 2 maisons qu'il faut évidemment dans lesquelles il faut acheter un frigo dans chaque, un canapé, etc. Donc c'est le secret du capitalisme et du libéralisme pour pouvoir faire plus d'argent, c'est de diviser au maximum les familles en créant un maximum de lits. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Eh ben, c'est très simple. Quand vous allez dans les entreprises dans lesquelles il y a majoritairement des gens laïcs, des gens du monde, faites un petit sondage à Noël. Il y a aujourd'hui 20-30% des gens qui ne rentrent même plus dans leur famille pour les fêtes de famille parce qu'en réalité, il n'y a plus de famille. Et donc, ils vont faire des Noëls avec les collègues de travail, avec des amis. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises du monde avant d'aller dans mon travail actuel. Et de fait, beaucoup ne rentrent même plus. Donc, on peut supprimer les fêtes familiales parce qu'en fait, la question du 8 mai, c'est la question de nos racines, d'honorer ceux qui sont morts pour la France et ceux qui ont donné leur vie pour la France. Et la question du dimanche de Pâques, du lundi de Pâques, pardon, c'est la question familiale, c'est de permettre aux gens de pouvoir se réunir en famille et de pouvoir passer du temps en famille. Mais comme il n'y a plus de famille, on peut supprimer les jours et c'est très cohérent. Donc la réalité, c'est qu'on revient à ce qu'on disait au tout départ, c'est que ça fait des années qu'on prévient les gens. On fait un travail de prévention en leur disant attention, ils sont en train de détruire la famille, attention, ils sont en train de détruire nos racines, attention, ils sont en train de cracher sur notre histoire et attention, ils sont en train de détruire notre économie. Les gens nous disaient mais vous êtes complotiste, vous êtes d'extrême droite, vous n'avez rien compris, laissez le progrès se faire, etc. Mais voyez le fruit pourri qu'on récolte. On a une société dans laquelle les gens ne s'entendent plus, dans laquelle les gens sont incapables de vivre ensemble, et même dans le cœur même de leur famille, et une société dans laquelle l'histoire n'est plus honorée. À mon avis, il suffit de relire Saint-Augustin, il ne restera pas grand-chose de notre civilisation dans quelques années. Jean-Yves Le Gallou. Si je reviens à des choses plus matérielles, les économies sont faciles à trouver. Dans les dépenses nuisibles, on en a cité quelques-unes. On a cité l'aide au développement, par exemple. Mais il y a la transition énergétique. La transition énergétique, c'est 25 milliards. 25 milliards pour des dépenses nuisibles, pour aider les éoliennes, pour aider les panneaux solaires, pour faire des travaux qui contribuent finalement à enlaidir les bâtiments, des travaux d'isolation. 25 milliards. 25 milliards, on peut les trouver. Pour polluer plus sous prétexte de polluer moins. C'est quand même fantastique. Il y a vraiment des possibilités. Là, il y a 25 milliards. Il y a des dépenses propriétaires. Il y a des dépenses de subventions aux associations politisées. Il y a malheureusement, comment on va faire pour lutter contre la haine? Pardon, on luttera contre la haine. Et il y a les pardon de le dire, mais il y a les folies des collectivités territoriales. Quand vous vous promenez dans l'Île-de-France, par exemple, vous voyez une série d'investissements, notamment tous les investissements routiers qu'on fait, ou soi-disant pour végétaliser, qui sont nuisibles et qui coûtent aussi de l'argent. Donc, il y a la possibilité de trouver beaucoup d'économies. On avait fait d'ailleurs à Polémia, on vient de publier un livre sur les dépenses nuisibles. Il y a les dépenses nuisibles, c'est 150 milliards. Eh bien, on pourrait taper dans ces dépenses nuisibles, le pays s'en porterait mieux et il n'y aurait pas besoin d'augmenter les impôts. Alors, on va lire quelques messages d'auditeurs qui sont nombreux et qui ont sûrement beaucoup de choses à dire sur le sujet. Comme on a le 15 août, la suppression du 14 juillet pourrait peut-être générer des économies entre les défilés, les gâchis de poudre et les petits fours pour les copains du palais de la Pompadour. Bonne idée. En plus, c'est la fête des coupeurs de tête, franchement. Voilà. Je ne suis pas sûr que les moins de 30 ans soient plus rebelles que les plus de 80 ans. Et d'ailleurs, un auditeur nous dit « J'ai 80 ans, je cotise à Radio Courtoisie, j'ai toujours voté à droite et je ne me suis jamais fait piquer contre le Covid. » Bravo. Donc, donc voilà les auditeurs qu'on aime et pourquoi il ne faut pas forcément dire du mal de manière... Il ne faut pas généraliser... Déjà. Il y a un danger, si je puis me permettre, sur le discours vieux-jeune, même si je considère que la répartition des revenus est plutôt favorable... aux inactifs qu'aux actifs, il y a un danger, c'est que le système consiste à diviser. Alors on divise les hommes contre les femmes, on divise les hétérosexuels contre les homosexuels, les civils on divise les fonctionnaires, les jeunes contre les vieux. Le système fonctionne par la division. Et donc, il ne faut pas entretenir la division. Je suis d'accord, oui. D'autant, encore une fois, que je pense aux retraités. Oui, ils ont cotisé, ils ont travaillé plus que maintenant. Alors, c'est vrai qu'ils ont joué le jeu. Ils touchent plus que ce qu'ils ont cotisé. C'est ça la vérité. Oui, mais ça, c'était la loi. Ils l'ont fait pour ça aussi. C'est-à-dire, on ne leur a pas donné le choix non plus. Oui, voilà. Ça, c'est fait, quoi. Donc, c'est un peu vache. Et puis, ils travaillaient plus.
Non, honnêtement, ils ont moins cotisé que ceux qui reçoivent si on applique des taux. Non. D'accord, mais il n'y avait pas la Ça, c'est 5e exact. semaine, il n'y avait pas les 35 heures. Mais non. Allez, Indépendamment de ça. Oui, attends, je pense qu'on va pas régler le problème des retraites tout de suite. pas. Voilà. Bonjour messieurs, il y a énormément de vieux dans l'entourage de mes parents et le mien qui ne sont ni bobos ni macroneux. On pourrait seulement retirer le droit de vote à ceux qui ont voté 2 fois pour Macron. Oui, c'est vrai. J'ai fait la proposition. J'ai fait la proposition d'un impôt progressif, déclaratif. Pour les finances vous demanderaient est-ce que vous avez voté Macron 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois Ouais. Vous pouvez répondre non. Si vous répondez oui 1 fois, vous avez une taxe. 2 fois, c'est pas 3 fois. C'est pas... Alors vous allez me dire, les Et gens on vont pas le pourrait faire. étendre Mais si. à Hollande et Sarkozy. C'est-à-dire, c'est quoi alors la recette pour qu'ils les avouent? Eh ben, c'est la bonne parce que volonté. c'est convenable. Si vous êtes, Si vous avez dans voté une grande Macron, vous êtes entreprise contre du la CAC haine. du CAC 40, vous êtes obligé d'avoir voté Macron au moins 2 fois. Par ailleurs, concernant la C'est censure. un impôt qui rendrait beaucoup. Ouais. On avait Arthur qui voulait intervenir. Et on continue juste J'ai après. bien compris que ça allait susciter nos chers auditeurs de dire qu'il fallait interdire le droit de vote aux plus de 70 ans. En tout cas, ce que Puis je moi disais. j'en ai Alors, 50, je donc propose- c'est pas si loin. Non, hein. je propose une dérogation, j'entends bien. Donc ceux qui écoutent Radio Courtoisie, qui ont plus de 70 Ceux ans, qui ils ont le cotisent. droit à un demi-vote. Et ceux qui votent et qui écoutent et qui donnent, ils ont le droit à un vote plein. Ça sera une dérogation. Uniquement pour ceux qui votent et qui donnent. Bon. Et le reste, parce que on peut généraliser, mais si vous regardez les votes seniors depuis 40 ans, c'est ceux qui nous foutent dans la merde. On Ouais, peut c'est dire les ce qu'on veut macronistes pour pas essentiellement, généraliser. c'est vrai. Malheureusement, c'est comme ça. Et redisons aux auditeurs que ce n'est pas que le fait qu'il y ait une statistique qu'ils doivent se sentir visés. Donc on a bien compris qu'il y a une majorité de gens qui ont voté Macron et ça ne signifie pas que la majorité des auditeurs de Radio D'où Courtoisie l'idée sont d'un dans ce cas. impôt- D'où l'idée d'un impôt Macron. Par ailleurs, On ne concernant... interdit pas le droit de On vote aux va laisser- personnes qui votent pas comme moi. On va donner la parole aux auditeurs. Oui. Voilà. Par ailleurs, concernant la censure et ayant vécu très près de la RDA, je peux vous assurer que la censure développe la créativité pour la contourner et il n'y avait pas encore Internet. Ah bah c'est Oui, vrai. c'est vrai. Regardez à Radio Courtoisie le nombre de périphrases, de mots qu'on est obligé d'adopter pour ne pas pouvoir appeler un chat un Et chat On perd quand même en efficacité. et Mohamed un... Des honnête citoyen. circonlocutions, et non pas des circonvolutions, que j'entends souvent Oui. des circonlocutions. Mais c'est pas nouveau, La Fontaine faisait ça avec des animaux. Oui, c'est Pour pas vrai. t'embêter, quoi, voilà. Le premier à avoir réagi favorablement à la suppression du lundi de Pâques est l'évêque de Narbonne et Carcassonne, d'accord avec Bérou. Quel est le nom de la loge appelée ordinairement Conférence des évêques de France? C'est pas mal. Et, Dont l'ancien président vient de disparaître. voilà. Et Mais lui, il était pas- ce n'est il pas était l'économie du vilain Poutine qui a plié les genoux, on nous a pas tout dit, pas possible. Voilà. Bon, on va passer à un autre sujet qui est important. J'aimerais bien qu'on le traite parce que c'est celui de nos amis les bobos. Donc, ce ne sont pas les bobos fachos, chers à Arthur de Vatrigan, ce sont les bobos. Et là, on a vu une scène édifiante du vivre ensemble rive gauche, donc, puisque dans le chiquissime 6e arrondissement, veut s'implanter une supérette Carrefour City. Et là, c'était vraiment compté sans la levée de bouclier des riverains, puisque 3000 bobos donc, ont signé une pétition pour s'opposer à l'ouverture de cette supérette. Donc je rappelle, au motif, selon le président de l'association des commerçants du quartier, M. Simon Benbarouk, que quand on paye 20 000 balles le mètre carré, on n'a pas envie d'avoir la racaille en bas de chez soi. Et donc la pétition a été signée par une foule donc de notables bobos, mais aussi par quelques têtes de gondole comme Souchon, Oliven, Rutel-Krief, Jacques Toubon ou Catherine Fro, qui ont tous donc signé, parce que pour ces fervents humanistes, la mixité sociale, évidemment, c'est formidable, et il faut la défendre, mais par contre, le mieux, c'est quand même qu'elle reste un petit peu loin. Alors, je vous laisse citer les meilleurs morceaux, parce que je pense on les connaît tous, mais il s'est passé quand même quelque chose de fantastique, et moi, si j'ai une satisfaction là-dedans, dans cette histoire dégueulasse, hein, objectivement, de mépris de classe, c'est le réflexe identitaire, mais totalement identitaire, qui est soudain venu dans ces têtes de gauchistes pourris. Faites-vous Alors, plaisir. oui. Allez-y, donnez-les. Ah bah non, vous les connaissez tous. Mais non, allez-y. Bah, Donnez-les. Allez, c'est la députée Céline Hervieux, qui a quand même dit... Député socialiste. Député socialiste. Oui, pas génération identitaire, pas Reconquête, pas RN. Hein. Dans le 6e, on est différent.
on a envie de garder nos spécificités. Comme nous. Comme nous. Moi, c'est pas sur le 6e, c'est sur la France. Alors. Oui. On veut garder l'accès au beau, on veut garder une qualité de vie. Et moi, je trouve ça, c'est incroyable. Elle a raison. Elle a raison. Il y en a d'autres qui ont dit, il faut préserver, je vous jure, il faut préserver notre biotope. Mais c'est quasiment du racisme biologique. On veut pas de pauvres. L'autre a dit, on n'a pas besoin d'un Carrefour City. Ben non, comme le disait Jean-Yves Le Gallou, il y a la grande épicerie. Ah oui, il y a la grande épicerie du bon marché. Alors un Carrefour City, ça fait cheap quand même. Mais c'est phénoménal. Donc voilà, donc je vous livre ça en pâture et je vous laisse vomir sur ces saloperies. Je suis totalement d'accord avec tout ce beau monde. Ça m'étonne plus de vous. J'ai pas encore les moyens d'argumenter parce que c'est de la mauvaise foi. J'ai pas les moyens d'acheter dans le 6e, mais moi j'essaye de progresser. Vous savez, je suis encore le côté 30 glorieuse. Je me dis peut-être que j'y arriverai à la fin de ma retraite. Enfin bref. Non, alors j'ai essayé de trouver un argument. Ouais. Et ben, je vais vous le dire. C'est parce que ça s'appelle Carrefour City. Or, c'est un mot anglais, un anglicisme, donc je m'élève contre l'installation de ces espèces d'estaminets qui vendent je ne sais pas quoi d'ailleurs pour des indigents, non? C'est oui, ce qu'ils vendent. Ça. Non, mais c'est très chic les Carrefour City, c'est la partie. Je ne sais pas, monsieur, je n'y ai pas. C'est des petites supérettes de ville qui permettent de se dépanner. C'est ce qu'on appelle au Canada. Écoutez, il y a l'épicerie du bon marché, ça nous suffit. Oui, mais elle n'est pas ouverte jusqu'à 22h, vous comprenez? Alors, Arthur de Vatrigan, est-ce que vous serez moins de mauvaise foi que le camarade d'Éloi qui quand même n'en pense pas un mot? Je suis obligé de le dénoncer. C'est juste pour le plaisir. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle de pour, parce que sinon c'est pas drôle. Moi, les réactions en fait m'ont donné une idée. Je m'étais dit, si j'étais de droite et si je faisais un peu de politique, pour lutter contre la l'oisiveté de Kevin et Mathéo, parce que c'est à cause de ça qu'ils foutent le bordel, et pour entretenir le vivre ensemble, en fait, je ferais une cartographie de toutes les villes qui sont de gauche, et puis je profiterais de l'été pour prendre un car un peu et faire une tournée à la Rolling Stone. Je mets 42 Kevin et Mathéo dans le car, et puis je m'arrête une semaine dans chaque ville. Comme ça, déjà, les autres sont pas oisifs et ils sont occupés, et puis on fait vivre le vivre ensemble. On fait vivre le vivre ensemble, oui. Voilà. Et on fait ça la veille d'élection. Une semaine dans chaque ville, comme ça, on dit vas-y, Kevin, tu reviens dans une semaine. Nîmes, Limoges, tout ça. Oui. Mais je sais pas pourquoi, à mon avis, ça change le vote, juste comme ça. Oui, ça me semble un peu. C'est biaisé. Oui, c'est Béziers. Non, c'est biaisé. Ça peut marcher. Richard, est-ce que vous avez un mot sur cette situation? Est-ce que vous êtes plutôt épicerie du grand marché ou plutôt Carrefour City? Moi, je suis plutôt marché, les maraîchers, en fait. Les maraîchers. Le vrai marché, enfin. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que la politique du maire de cet arrondissement est évidemment LR. C'est aussi, par exemple, comme nous le signale l'un des auditeurs, la volonté de faire en sorte que le musée Hébert soit vendu à un promoteur privé. Voilà. Donc, autrement dit, ce type est évidemment vendu aux puissances d'argent. Mais que ce soit des gens qui passent leur vie à vanter la nécessité que tout le monde accepte tout et n'importe quoi et qui, eux, expliquent en fait, ils ont leur propre identité. Sociale, voilà. Et le métissage. Voilà. Et donc, que Alain Souchon nous explique à quel point il tient vraiment à garder son biotope, on est absolument stupéfait. Ah oui. Alors, il y a aussi surtout des raisons pratiques. Cette députée PS, quand on regarde, elle passe sa vie à... Députée en un mot. Elle passe sa vie à défendre vraiment les lois les plus infectes, les décisions les plus anti-françaises qui soient. Vous la connaissiez ? Non, mais évidemment, non, s'il fallait connaître le nom des députés PS... Socialiste dans le 6e, je voudrais la connaître. Dans le genre bourgeoise, elle est très bien d'ailleurs. Jolie mise en pli, bien habillée, la peaunette, pas un bouton... Très peu métissée. Pas un kéfier, non, rien. Voilà, c'est... Jean-Yves. Oui, alors moi je veux dire qu'il y a une affaire dans l'affaire quand même. Parce qu'un certain nombre de ces personnalités... ont expliqué que le Monde n'avait pas fait, c'est le Monde qui a lancé l'affaire, n'avait pas fait son travail sérieusement parce qu'il n'avait pas vérifié ça, c'est grave. Auprès d'eux-mêmes si c'était vraiment le cas. Il paraît notamment que pour Pierre Richard, c'est un homonyme.
Monsieur Oliven a dit aussi oui, j'ai signé la pétition, mais j'ai Sans pas fait lire. attention. Il a été piégé. J'ai été piégé. Madame Auxibule. Rutel-Krief a dit mais non, je ne suis pas d'accord. Et donc ils ont mis en cause le Monde, qui est pourtant considéré d'habitude comme le parangon de la vérité, et quand le Monde utilise des approximations face à la droite ou à l'extrême droite, là, tout le monde trouve ça très bien. Alors, Le Monde tient à préciser, en donnant la parole à l'auteur de la pétition, que, je cite l'auteur de la pétition, nous n'avons forcé le bras à personne au moment de signer. Donc malgré tout, celui qui a récolté les signatures a l'air de penser que les autres sont un peu des tartuffes. Oui, parce que ce qui n'est pas loin d'être le cas, Parce que Oliven raconte pratiquement, il passait par là à côté de chez lui, il n'habite que Montparnasse, on lui a proposé de signer, Il tout signe. de suite il a signé. Quoi. Évidemment. Voilà. Solidarité. Arthur de Vatrigan. Oui, Oliven, il fait croire que la rue Vavance, c'est le 14e et pas le 6e. On connaît la théorie. c'est le Non, par 6e. contre, ce qui est amusant, c'est Pierre Richard, parce qu'en effet, Pierre Richard n'est pas dans le 6e, et c'est un homonyme, et l'homonyme, c'est l'ancien administrateur du Monde. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que bah, le écoutez, Oui, c'est drôle. la boucle est bouclée. Finalement, je vais peut-être être pour l'installation Du Carrefour City. parce que mes domestiques pourront y aller. Exactement. Mais alors, là, l'ennui, c'est ce que Si ça nous peut leur dit rendre service. un autre pétitionnaire, c'est que les livraisons de Carrefour, c'est à 6h du matin, c'est insupportable, c'est un quartier résidentiel et pas un quartier ouvrier. Alors, je suis contre. Et tout le monde devrait comprendre ça. Alors, honnêtement, Un pétitionnaire, il donne pas son nom. au-delà de ça, c'est un quartier dont les commerces disparaissent. La rue de Rennes qui est à alors, côté. Ah oui. Et pour quelles raisons les commerces disparaissent ? Parce qu'il y a les achats sur Internet, ça c'est sûr. Mais il y a aussi le fait que ça devient de plus en plus difficile de circuler à Paris. Il y a de moins en moins de voitures dans Paris. Et donc, quand on fait des courses, on a besoin d'une voiture. Donc ça, c'est une conséquence. Il va y avoir Les aussi bobos n'ont pas quelque de chose voiture, ils ont qui des va trottinettes. toucher le quartier du Marais. C'est la disparition du BHV. Ah oui, oui. Voilà. Qui était un grand magasin avec une partie quincaillerie plutôt extraordinaire. Pour les extraordinaire, bricoleurs, c'est qui extraordinaire. va disparaître. Ah oui, ça y est, c'est Et alors, fichu. Nos pétitionnaires, là, sont aussi contre le Carrefour City. C'est extrêmement argumenté. Hein. Parce que ça attire des jeunes et ça risque de faire du bruit jusque tard le soir. Et notamment, il y a déjà un groupe de jeunes extrêmement bruyants et ils appellent la police régulièrement. Donc là, c'est quand même intéressant, cette notion de la mixité, de la nuisance sonore, du vivre ensemble. Vous vous souvenez que la femme de Manuel Valls était très énervée par les clochards qui étaient dans sa rue et que quand Manuel Valls était ministre de l'Intérieur, il dépêchait régulièrement la police pour faire en sorte que le vivre ensemble aille vivre ailleurs. Vivre ailleurs, oui. Corentin Dugas, est-ce que vous avez un mot là-dessus ou vous passez ? Là, que dire ? Je trouve qu'il y a un lien quand même intéressant parce que c'est aussi le quartier de Moscovici. Ah, tout à fait. Rejoint Eh ben, on va en parler. la thématique suivante de cette caste qui vit ensemble, qui dirige la France et qui impose aux Français tout ce que eux ne s'imposent pas eux-mêmes. Oui, c'est ça. En fait, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire, c'est vraiment vivre ensemble, mais sans moi, quoi. C'est vraiment, mais ailleurs. Et voilà. Donc, c'était un peu le quart d'heure écœurement social. Donc, je vous invite à ne pas signer leur pétition, pour le coup. Et à signer celle de Radio Courtoisie. Merci, Richard. Quel tandem. C'est beau. On a répété. Quelle union des forces. C'est même pas vrai. Mais alors, vous êtes contre les ghettos de riches ? Pas de gauche, en tout cas. non, moi, après que des riches se réunissent... Ouais. Moi, je suis pour l'identité. Donc, après tout... Voilà. Une identité de classe. Oui, mais là, l'ennui, c'est Non, mais bien sûr, cette contradiction profonde entre ce qu'il prône, encore une fois, vraiment, Alain Souchon, qui est quand même un chanteur qui a fait une chanson pour Arlette Laguillier, pour voter Arlette Laguillier. C'est un fait, il l'a chanté. Il a gagné de l'argent avec, d'ailleurs. Et Arlette n'a pas gagné beaucoup de votes, mais bon. Elle est montée jusqu'à 5% une élection, Arlette. Oui. Elle a fait mieux que Valérie Pécresse, Arlette. C'est vrai. Bon, ne dénigrons pas Arlette. Mais néanmoins, c'est quand même hallucinant de voir un type faire ce qu'il fait. Il a fait une chanson sur un éboueur malien, blablabla, la pauvreté, le racisme, l'entre-soi, le rejet de l'autre. Et là, il signe cette pétition dégueulasse. Et ils sont tous comme ça. Yves Montand, qui avait fait une émission dans les années 80 qui s'appelait Vive la crise. Communiste. Pour dire qu'il fallait serrer la ceinture. Oui. Il avait touché 800 000 francs à l'époque, ce qui était une fortune pour faire l'émission. Et il était passé du communisme à l'ultralibéralisme, ce qui est quand même phénoménal aussi. Ah oui. Bien que plus cohérent avec son niveau de vie. Mais bon.
Voilà, c'était un peu l'envie de vomir sur ses ordures. Enfin, pardon. Mais Vous êtes sur Radio Courtoisie. Vous allez être interdit 6e arrondissement. peut-être. Écoutez, on va passer au sujet suivant maintenant. J'ai Ah oui, il y a quelques courriers. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne fait pas une priorité de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, ce qui permettrait de faire rentrer dans le budget de l'État des centaines de milliards d'euros. Notre système n'est-il pas basé sur la corruption quand on voit l'absence de politique ? Ça, on va le laisser poser la question. Voilà, oui. Non, Quelqu'un veut répondre ? Non. Pourquoi Allez. ne pas rajouter ne serait-ce qu'une heure de travail supplémentaire par semaine plutôt que de supprimer des jours fériés ? Mais pourquoi ne pas faire payer ceux qui ne foutent rien et qui viennent chez nous sans être de chez nous ? Vraiment, pardon d'être président, vous obsédé. énervez pas, président, attention. Mais non, mais ce Non, parce que nombre le fait que incroyable les Français d'étrangers travaillent qui nous moins que piquent les notre voisins, argent. c'est parce que les étrangers et les immigrés présents en France ont un taux d'activité plus faible que les Français et plus faible que nos voisins européens et que les immigrés des voisins européens. Et que les immigrés de deuxième génération en France sont plus souvent au chômeur que les immigrés de première génération. Oui. Donc en fait, on a un coût d'immigration absolument formidable. Il faut quand même rappeler que Najat Vallaud-Belkacem a expliqué Encore, que oui. quand on donne 7 € par jour à un immigré, comme cet immigré dépense et qui paye de la TVA il paye sur la ses TVA, dépenses, oui. à l'arrivée, c'est positif. Ah oui. Donc par exemple, vous me donnez 7 €, Oui, j'achète pour 7 € de livres à la FNAC, voilà. je paye donc 20% de oui. TVA, 1,40 €, et donc l'État a reçu 1,40 € après avoir donné Donc vous 7 €. contribuez. Il a donc perdu 5,60 € et selon Najat Vallaud-Belkacem, qui maintenant est à la Cour des comptes, 15 000 balles par mois. c'est une opération rentable pour l'État, Ouais. qui a perdu 5,60 €. Peut-être qu'elle plaidait pour sa cause. Bah, Peut-être que peut-être. sachant qu'elle allait arriver à la Cour des comptes avec son salaire de 15 000 boules, elle se dit, m'appelant Belkacem, après tout... Maintenant qu'elle est immigrée à la Cour des c'est comptes, pas non plus tout à fait breton, eh bien peut-être qu'elle se considère parmi les gens venus de l'immigration, venus de la diversité, et qu'elle va pouvoir et qu'elle dépenser. contribue au bien-être de la France. Pensez à ces pauvres habitants du 6e qui sont obligés d'accueillir des immigrés sur des vélos pour leur apporter, pour se faire livrer du pour se caviar. faire livrer Ouais. du caviar, et ces pauvres immigrés repartent dans leur grande banlieue lointaine. Les Vous pauvres. voyez que heureusement Et- qu'il y a des gens, heureusement qu'il y a des gens dans le 6e qui font travailler. Et moi, les je suis immigrés. sûr qu'ils pensent à l'immigré qui repart en vélo. Mais bien sûr qu'ils En y pensent Seine-Saint-Denis. en se disant qu'ils leur ont rendu service. Arthur, et je crois ensuite Corentin, si je ne m'abuse. Juste pas oublier que il ne nie pas ça et que Najat, quand elle fait son petit calcul, on dirait qu'elle est nulle en maths, mais c'est quand même l'idéologie qui est derrière, qui est la consommation. Ils savent très bien que En plus. en fait, ouais. le principe, c'est qu'ils consomment pour faire augmenter la croissance. C'est-à-dire que la balance soit que le résultat soit négatif, ils s'en foutent. Le but, c'est de consommer. C'est ce Et que dit, rappelez-vous ce qu'a c'est ce dit que dit Moscovici. Bayrou et c'est ce que dit Moscovici. On baisse Ah oui, le... et Moscovici a dit les Français, ils épargnent, c'est chiant. L'immigré, c'est vrai, il épargne pas, il dépense. Il dépense pour des trucs de merde, mais il dépense quand même. Ce qui compte, c'est la croissance. Et la croissance, c'est juste qu'on dépense. C'est pas ce qu'on dépense. C'est pas ce que l'État dépense, c'est ce que le mec à qui on donne de l'argent dépense. Le Alors, problème donc, de le fait l'immigré, qu'ils sont quand même, très c'est qu'il cohérents, en envoie alors, une oui. partie dans le pays d'origine. En plus, tout à fait. Alors, Oui, quand mais dit c'est pas énorme. notre monsieur Finance, Non, mais c'est simplement pour répondre à l'auditeur qui exprimait l'idée de chasser comment dire, l'évasion fiscale. En réalité, pour bien comprendre comment ça fonctionne, les grandes fortunes, on ne pourra jamais, en les attaquant, réussir à obtenir ce qu'on souhaiterait. C'est-à-dire qu'en faisant une politique contre l'évasion fiscale, par exemple, en étant un peu offensif, on pourrait ramasser quelques milliards par-ci par-là, mais c'est pas ça qui changerait véritablement sur le long terme la donne concernant l'économie nationale. Ce qu'il faut faire, c'est au contraire encourager ces grandes fortunes qui créent de la valeur, ces grands chefs d'entreprise qui créent de la valeur, à rester en France avec un régime fiscal qui soit meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, et encourager surtout les entreprises à créer de la valeur en France et à rester en France. Or, ça fait des années que pour des raisons politiques et pour des raisons idéologiques, on préfère laisser ces entreprises-là et ces grandes fortunes partir, mais pour inverser la machine, il ne faut pas recréer des taxes sur des taxes, il faut au contraire permettre aux gens de venir investir en France. Aujourd'hui, les grandes fortunes, elles vont investir là où les taxes sont favorables, et ces pays-là bénéficient en réalité de cet argent-là et se développent très bien. Entièrement d'accord, 200% d'accord.
C'est un discours intelligent. Plutôt que les imbéciles qui vont là crier haro, haro sur des riches qui partent à l'étranger en parlant de paradis fiscal. Il n'y a pas de paradis fiscal. Il y a un enfer fiscal, c'est la France. C'est normal qu'ils partent. Alors vous savez que la France, l'État français consomme plus du PIB national que la Chine ou le Venezuela. Pour parler de la Chine, qui disent là-bas, c'est quand même phénoménal. Qui ont un proverbe intelligent, quand le riche maigrit, le pauvre meurt. C'est exactement ce qui se passe en France, parce qu'effectivement, on fait partir les grandes fortunes. Résultat, l'État se rattrape sur les classes moyennes. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus rentable de taper un petit peu sur tout le monde, plutôt que beaucoup sur une toute petite minorité, et qui, en plus, partira. Oui. Donc, en fait, le discours de dire qu'il faut encore lutter contre la fraude fiscale, oui, mais de toute façon, la fraude fiscale, ça sera vous, moi, ça sera des gens qui ont voulu donner de la main à la main à leurs femmes de ménage, qui seront emmerdés pour des histoires de fiscalité. Non, c'est surtout qu'on cogne sur ceux qui produisent et jamais sur ceux qui prennent. Et on a quand même en France un volume de parasites extrêmement important qui, en plus, crée de l'insécurité. Et dont on pourrait quand même se débarrasser, ne serait-ce qu'en supprimant un certain nombre d'aides sociales. L'auditeur parlait d'ailleurs de personne en particulier. Sociale. Il parlait de fraude fiscale, mais aussi de fraude sociale. Ah bah ça c'est démentiel, la fraude sociale. Les centenaires d'outre-Méditerranée... À mon avis, elle est beaucoup plus coûteuse à l'État que la fraude fiscale, la fraude sociale. Oui, je pense, bien sûr. Beaucoup plus. Les fraudes aux acédiques, les fraudes à la carte vitale, c'est démentiel. Aller dans un hôpital public aujourd'hui, vous comprenez. Oui. Mais même les retraités, pour le coup, on parlait de retraités, mais tous ces retraités, encore une fois, ce phénomène assez bizarre, des retraités centenaires en Algérie, non mais c'est vrai. Mais surtout des retraités dont il est avéré qu'ils n'existent pas, et l'administration française a décidé de ne pas poursuivre. C'est ça. Alors, c'est quand même ça qui est fort de café. C'est quand même phénoménal quand on vous ennuie. Vous et moi, on serait extrêmement embêtés. Oui. Cotisant comme je peux à Radio Courtoisie depuis des dizaines d'années, 75 ans, toute petite retraite et ayant élevé plusieurs années mes enfants, seul maintenant, je n'ai jamais voté Macron et toujours RN depuis le début. Bravo. Et Reconquête aussi. Tenons bon, toujours un plaisir de vous entendre. Merci à tous pour votre très bonne émission. Merci à vous. Mais voilà quelqu'un qui va échapper à l'impôt Macron. Voilà. 30% de personnes qui ne fêtent plus en famille, cela fait 70% pour ce qui cela reste important, non à la suppression des fêtes familiales. Heureusement. Voilà. Je viens d'entendre Cher Radio Courtoisie. Et alors, je crois qu'Arthur, qu'il faut lire Cher Arthur de Vatrigan. Je viens d'entendre une généralisation particulièrement horripilante de la part d'un interlocuteur de Pierre-Alexandre Bouclet au sujet des vieux. Ouais. Je lui signale que j'ai aujourd'hui 72 ans, que je ne me suis pas fait injecter, que j'ai compris très vite que nous avions affaire à une manipulation de masse en 2020, que j'ai soutenu les soignants suspendus et Radio Courtoisie, et que je continue. Je n'ai pas cité l'intervenant car je ne connais pas son nom et je suis prêt à accepter ses excuses. C'est Arthur. Mais il a rattrapé Arthur. Il faut être honnête, entre le moment où on a reçu le message... Entre 18h49 et 19h13, voilà, Arthur a fait a nuancé le propos et apporté des compléments. Et d'autant plus qu'il y a une loi qui est en train d'être discutée en Angleterre pour faire passer le droit de vote aux jeunes de 16 ans. Ça, c'est pour faire voter la gauche. C'est pour faire monter la gauche. Et donc, ce vote-là me paraît d'autant plus dangereux que celui de nos aînés. Mais même chose en France. C'est parce que la jeunesse est radicalisée et gauchiste qu'on veut revenir sur le droit de vote à 18 ans et l'abaisser à 16. Bah oui, complètement. Parce que là, alors, vous imaginez, entre les immigrés qu'on naturalise à tour de bras et les jeunes abrutis qu'on idéalise... Des beaux quartiers. Voilà, du 6e arrondissement. Et ben là, évidemment, on est parti pour LFI en force, comme on dit. On va quand même essayer de dire du mal, de parler de Najat Vallaud-Belkacem. Donc, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation, présidente de France Terre d'Asile, encore une belle association, pas du tout subventionnée à mort. 70 millions. De subventions par an ? De subventions par an, 70% venant du ministère de l'Intérieur. Magnifique. Oui, pourquoi du ministère de l'Intérieur ? Parce que c'est l'accueil de l'asile. C'est l'accueil de l'autre. C'est la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Personne ne dit rien. Oui. Voilà. Donc, elle vient d'être nommée à la Cour des comptes conseillère maître, qui est le plus haut grade de magistrat au sein de cet établissement, avec une rémunération donc, qui va entre 10 et 15 000 euros mensuels. Est-ce que c'est une surprise ? Pas absolument certain.
il se dit que Pierre Moscovici, donc, qui est le président de cette Cour des comptes, aurait usé de son influence pour la faire nommer. D'abord parce qu'ils ont été ensemble au PS, ensuite parce qu'ils ont été ministres ensemble sous François Hollande, et parce qu'en plus, apparemment, ils auraient peut-être passé une sorte de pacte secret. Donc ce serait en fait l'idée que Najat Vallaud-Belkacem soutienne la nomination, alors c'est compliqué, de l'épouse du chef de file du PS à l'Assemblée, qui s'appelle Boris Vallaud, en échange d'une non-censure. C'est Najat Vallaud-Belkacem, c'est l'épouse de Boris Vallaud. Oui, c'est elle. Oui, voilà. Vous mélangez les pinceaux, là. Et en fait, donc, l'idée, ce serait un deal, comme dirait Donald Trump, pour permettre, en fait, de maintenir Bayrou, voilà, et pour qu'elle se fasse une belle nomination. Elle a son petit machin, son petit pactole à 15 000. Alors, il faut quand même dire que M. Moscovici du 6e arrondissement a tenu à nous rassurer, et il l'a dit, elle a été rigoureusement sélectionnée. Arrêtons avec ces histoires de la politique des copains, c'est choquant. J'aimerais que dans ce pays où souffle parfois un esprit complotiste, des soupçons permanents, de la jalousie et du ressentiment, on soit capable de revenir à des principes républicains assez simples. Dans la fonction publique, il y a le principe du concours, l'indépendance des jurys et l'éthique de ses membres, et tout cela doit être respecté. Alors avant de critiquer, tenez-vous-le pour dit. Sauf qu'elle n'a pas passé de concours. Mais c'est sur dossier. Il y a plusieurs types de recrutement de conseillers maîtres à la Cour des comptes. Il y a les tours internes, c'est-à-dire les gens qui ont fait carrière à la Cour des comptes qui finissent par accéder au grade supérieur. Et puis, il y a ce qu'on appelle les tours extérieurs du gouvernement. C'est pareil pour d'autres corps, où le gouvernement choisit qui il veut. C'est exactement le cas de Mme Belkacem. Elle a été choisie par la faveur politique. C'est pas la première, c'est probablement pas la dernière. Mais chacun sait, et ça c'est un des problèmes de M. Moscovici, c'est qu'il s'arrange pour nommer tout ce qu'il peut faire pour avantager les socialistes, il le fait. Y compris des trucs tout à fait... et pour sortir aussi ceux qui ne sont pas PS. Alors, ceux qui ne sont pas PS, par exemple, n'ont pas le droit à partir avec une retraite prolongée. Par contre, ceux qui sont PS, ou ceux qui ont donné patte blanche, tiens, l'ancien président de l'Arcom, lui, il a eu le droit d'avoir 3 années supplémentaires. Donc, il gère ça de manière totalement partisane. Un mot sur... c'est surtout sur la compétence. Après, effectivement... Comme dit Jean-Yves Le Gallou, moi je trouve qu'il y a quand même, il pourrait y avoir quand même des règles parce que c'est le fait du prince, si j'ai bien compris, les nominations. Il y a il y a des nominations qui ne sont pas le fait du prince, qui obéissent à un certain nombre de règles, et il y a des nominations fait du prince. Et là, c'est une nomination fait du prince. Voilà. C'est pas la peine de raconter qu'il y a eu un concours. Voilà, c'est ce que je veux dire, ça est totalement bidon. Que ce soit un petit peu plus transparent ou réglementé, parce qu'effectivement, le fait du prince, ça veut dire qu'on peut nommer sa maîtresse, la petite amie de son fils. C'est pas républicain du tout, ça s'est jamais vu, ça, mon pauvre monsieur. C'est l'ouverture à l'autre. Et puis, vous savez, en période de famille décomposée, recomposée, etc., tout le monde est un jour ou l'autre. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que c'est Najat Vallaud-Belkacem elle-même qui a prétendu avoir été recrutée sur concours. Donc elle se sentait morveuse. Elle ment. Un peu, oui. Elle se sentait, mais elle se sentait pas morveuse, elle se sentait brenneuse. Voilà. Alors, enfin bref, elle ne se sentait... Où il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie du système, c'est qu'ils ont quand même créé pour tout ça une commission de validation présidée par M. Moscovici, qui a nommé dans la commission ses copains. Et voilà. Mais il y a une commission de validation, c'est pas un Attention, concours. il serait parti pendant le vote. Enfin, personne parle de sa compétence. Je me sentirais incapable comme ça d'être nommé à la Cour des comptes. D'ailleurs, personne ne me l'a demandé. Bon, Arthur de Vatrigan, lève la main comme un bon élève. Voilà. Bravo. Le problème, c'est que toutes ces institutions de pouvoir illégitimes, c'est devenu le cimetière de la gauche, mais c'est un cimetière composé encore de vivants, parce que vous regardez, c'est le CESE, Conseil d'État, Cour des comptes... le CESE, c'était longtemps, oui. C'est globalement des socialistes qui sont là, alors ils pèsent 4% dans les urnes, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de pouvoir des urnes,
Dire si on est dans une vraie démocratie avec uniquement des gens de pouvoir qui sont élus, ils seraient disparus, ils auraient disparu. C'est pas le cas, donc ils seront là dans des endroits de pouvoir, et à tel point qu'on a vu, je vous rappelle, la dernière loi immigration, qui n'était pas de Darmanin, qui était quand même pas une loi super radicale. Je vous rappelle le rapport de la Cour des comptes sur le sujet, que Moscovici avait volontairement décalé après le vote de la loi pour, je le cite, que ce rapport-là, donc juste un rapport absolument, officiel, n'interfère pas dans le vote de la loi. C'est hallucinant. Donc, ça vous donne une idée, en fait, de toutes ces institutions qui sont illégitimes, le pouvoir politique qu'ils ont. Et c'est majoritairement des gens de gauche. Corentin Dugast. Oui, tout à fait. En fait, on a créé des institutions qui ne servent à rien, puisque quand on regarde le rôle de la Cour des comptes, c'est quand même globalement de produire des rapports dans lesquels on nous annonce toujours plus que la situation va être catastrophique et que personne n'écoute. Donc on finit par se demander pourquoi ils produisent des rapports et pourquoi on paye autant de personnes pour faire des rapports que de toute manière personne ne lit et que personne n'applique. Et surtout, on ne tiendra pas compte. Oui. Que personne n'appliquera jamais. Et c'est malheureusement le fait de la République. Vous avez des écoles qui sont faites pour former nos élites, en l'occurrence Sciences Po, HEC, etc., dans lesquelles, évidemment, la Nadjat, quand on regarde, elle vient d'où? Elle vient de Sciences Po Paris. Sauf que ça ne forme que des débris politiques, quoi, des gens qui ne servent à rien, qui sont incapables de penser la politique sur le long terme et qui sont surtout incapables de travailler dans le privé. Et donc, forcément, comme il y a du recyclage entre différentes zones politiques, on est obligé de les recycler dans des institutions qui ne servent à rien mais qu'on maintient pour pouvoir les faire travailler. Et donc, de fait, si on devait virer tous ceux qui servent à rien dans les différentes institutions, et d'ailleurs, Bercy en fait partie. Hein. Bercy, ça oui, j'ai même des exemples. C'est devenu un nœud terrifiant alors que c'est censé être le cœur battant de notre économie. Bercy sont quand même efficaces pour lever l'impôt, malheureusement. Oui, ça c'est vrai. Moi, je connaissais un type qui s'occupait des pensions militaires, je crois, et il racontait tranquillement qu'il bossait 2 heures par semaine. Oui, peut-être, mais Bercy, objectivement, il lève les impôts, et il lève les impôts très bien, et même trop bien. Ça marche. C'est un des problèmes de la France. Ça marche bien. Oui, mais justement, c'est le signe de quelque chose qui est extrêmement mal géré. Quand vous avez une entreprise qui est très mal gérée, vous allez sans cesse redemander de l'argent aux actionnaires. Oui. D'accord, mais Bercy, il faut rentrer l'argent. Oui, ça c'est vrai. Les incompétents ne savent faire qu'une seule chose, c'est aller demander de l'argent aux autres. Mais par contre, ils sont incapables de produire de la richesse. Remarquez, c'est leur rôle à Bercy. Donc pour ça fonctionne. Mais là où je vous trouve sévère, c'est qu'on a créé des institutions qui ne servent à rien. Non, au départ, ces institutions étaient quand même fondées. Fallait bien surveiller un petit peu les dépenses. Et ça partait justement d'une intention louable de surveiller quand même les dépenses. Les comptables. Voilà, les comptables. La Cour des comptes, elle valide les comptes des comptables. Mais elle n'a pas de politique à faire, on est d'accord. Et je reviens là-dessus, juste une chose, c'est qu'on critique le Conseil constitutionnel, mais c'est pareil, son rôle a été totalement dévoyé. C'est passé d'un simple contrôle technique sur la procédure à ce qu'on a bien respecté les procédures légales, mais maintenant ça devient une espèce de super haute cour, une haute cour à l'américaine qui est capable de effectivement censurer des lois pourtant totalement votées dans les règles et légalement. Alors, il y a un point qui reste quand même, c'est aussi la question du conflit d'intérêts pour elle et sa capacité à exercer sa charge. Parce que 15 000 balles par mois, encore une fois, c'est quand même solide. J'espère qu'elle fera 35 heures par semaine. Mais l'ennui, c'est qu'elle a dit qu'elle allait garder son poste de présidente de France Terre d'Asile. Là, je vous pose la question, parce que soit elle ne va rien faire à France Terre d'Asile, où elle est quand même aussi en poste, ça compte. Mais vous soupçonnez sa capacité de travail, mon cher? Elle a été ministre. 70 heures par semaine. Elle a été ministre. Et c'est comme Florence Oudéa-Castéra. Elle travaille, elle a fait don de sa personne à la France. Avec des horaires absolument ahurissants qui méritent une juste rétribution. Mais oui. Alors, je n'ai rien. Je trouve très sévère. Mais merci de me rassurer, parce que l'espace d'un moment, j'ai eu ma fibre républicaine a été vaguement ébranlée. Voilà. Donc, mais vous êtes là et merci à tous. Vaguement ébranlée. Il nous reste un peu de courrier et aussi Politique Magazine. Richard de Sèze, vous allez devoir parler des deux, faites un choix. Bravo, monsieur Le Gallou. Il y a en effet beaucoup d'économies à faire par l'État, sauf que les traites qui nous gouvernent ne veulent pas du salut de la France, mais sa disparition. Éloge des punks. Alors, quand certains humanistes agités ont fait sauter le fauchon de la Madeleine, on a vu dans la lucarne étrange une dame distinguée s'inquiéter. Qu'allons-nous manger maintenant, sanglotait-elle. Voilà. Ils ne veulent pas d'un Carrefour City, mettez-leur un Lidl. Voilà. On y va à fond. Voilà.
Il y a 50 ans, Alain Souchon chantait « Allô maman, bobo ». Aujourd'hui, le bobo, c'est lui. Les carrefours de quartier n'attirent pas spécialement la racaille, sauf quelques clochards qui veulent leur boisson alcoolique du matin. Les gérants ouvrent parfois spécialement pour eux, pour qu'ils n'importunent pas la clientèle en journée. J'ai lu que les pétitionnaires craignaient que cela n'attire les mineurs isolés pour lesquels ils pétitionneraient si on faisait mine de les expulser de la chapelle. Ils sont en forme, les auditeurs de Radio Courtoisie. Ils sont en forme. Voilà. Et bon, voilà. Alors, il reste une minute, cher Richard, pour parler de Politique Magazine. Achetez Politique Magazine. Achetez aussi l'incorrect. Politique Magazine, donc c'est un dossier sur la loi sur l'euthanasie et un excellent article de David Engel sur ce que l'Allemagne est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire une menace complète pour la démocratie, le laboratoire de tout ce qui risque d'arriver en France si on laisse un gouvernement éliminer les fonctionnaires en fonction de leur appartenance à un parti politique ou considérer que des assassins en puissance ne doivent pas être inquiétés parce qu'ils sont de gauche, contrairement à des délinquants mineurs qui, eux, étant de droite, doivent être au contraire être ratiboisés. Alors, lisez aussi l'Incorrect qui fait sa une ce mois-ci avec Eugénie Bastier et Frédéric Becbédé. Et donc, ça parle de la fin éventuelle de MeToo, des rapports hommes-femmes. Et il y a un très, très bon dossier également sur l'art de vivre, le sartorial, donc l'art de s'habiller, l'élégance, avec Mathieu Boccoté qui donne un très joli entretien ou un article, je ne sais plus. Un article de Vatrigan. Il y a aussi un article de Vatrigan. Sur Boccoté. C'est très, très bien. Un portrait de... Ah oui, c'est un portrait de Vatrigan. Et ben voilà, donc lisez tout cela et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la réinformation. Merci à tous, merci à Claudia, à la technique et à bientôt.